D'ailleurs, je pense que quand j'avais monté ma boîte et j'avais 20 ans, je crois que je m'étais dit, ouais, si un jour je suis à l'aise financièrement, j'essaierai de réaliser ce rêve. Et ce que je te disais, c'est que j'avais l'impression de pas avoir tenu ma promesse par rapport à ce jeune de 15 à 20 ans. Et tu vois, j'ai investi dans plein de projets d'industrie créative, de tech. Moi, j'avais une passion quand j'étais jeune, c'était les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que c'était, je réfléchissais beaucoup et c'était vraiment l'activité qui me permettait, avec la guitare, de mettre pause, tu vois, d'être dans le flow à la soul, tu vois, qui te donne une certaine forme de plénitude. Et je m'étais dit, bah tiens, si un jour j'ai ma boîte, ben j'essaierai de faire du e-sport. Alors je serais peut-être trop vieux, mais et effectivement, il y a du sport électronique, donc de la compétition autour du sport, quoi. Du jeu vidéo. Du jeu vidéo, pardon. Et effectivement, depuis le mois de juin, j'ai décidé d'essayer de faire une performance à Vegas en 2025 sur Street Fighter. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Qu'est-ce qui change ? C'est juste la nature du son qui rentre dans tes oreilles qui fait que tu prends conscience de ta voix parce que tu as le signal qui arrive plus fort, ou tu penses qu'il y a un micro-décalage qui fait que ton cerveau, il y a quelque chose de différent, donc il est attentif, donc il se dit j'ai une voix différente. Je vous présente Sébastien, donc, l'ingénieur qui ça filme. Ah merde, ça tourne. Oh, merde. C'est un très bon début, je trouve. Ah bon, parce que je crois qu'il y a vraiment plein de gens qui font exactement ça, c'est-à-dire que si vous le savez pas, si vous ne le savez pas globalement, j'offre la possibilité de mettre un casque. J'aime bien parce que ça nous met dans une petite bulle avec mon invité. Oui, c'est ça. Ça permet de pouvoir chuchoter comme ça, parce que si on était face à face, je pourrais pas te chuchoter dans les oreilles, ça serait bizarre. Et les voisins n'entendent plus. Exactement. Alors que les gens entendent, les gens qui écoutent, c'est incroyable. Bref, dans une petite pièce de 120 000 auditeurs, je le sais bien. Bienvenue Seb. Bienvenue. Re-bienvenue. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir réaccédé à ma demande 2 ans plus tard. Ouais. C'était plus facile. Tu sais que c'est plus facile ? Ouais, c'était plus facile. Dans quel sens ? Bah déjà, quand tu refais quelque chose que tu as déjà fait, c'est plus facile. Et le deuxième, c'est que je pense que tu prends du temps à... Enfin, j'ai pris le temps à savoir plus qui j'étais depuis ces 2 ans. Incroyable. Dans cette nouvelle vie. Incroyable. Voilà. Ok. Je sais pas ce que je vais raconter. Bah, on a déjeuné ensemble un peu avant. Confiant. Tu m'as raconté des trucs et je me suis dit, ok, Seb a changé. Ah ouais, à ce point. Est-ce que tu sais à quel point, je sais pas si tu te rends compte de l'impact qu'a pu avoir ton épisode, notre discussion ensemble, sur les gens qui écoutent ce podcast? Alors, est-ce que tu as eu des feedbacks, toi, de ton côté? Oui, alors j'ai des gens qui m'ont contacté, à qui j'ai systématiquement répondu.
parce que la raison pour laquelle j'avais dit oui alors que je voulais pas au départ, c'est parce que je me suis dit qu'il y a un devoir de partage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui s'exprime sur des sujets divers et variés. Et la réalité, c'est la somme de tous les points de vue. Et donc, je me suis dit, exprimer mon point de vue avec mon histoire, mon biais générationnel, voilà, c'était. T'as 46 ans. C'était important, sans vouloir me donner vraiment de l'importance, mais c'est un point. C'est une étoile dans le ciel et ça aide à se guider, quoi. Voilà. Tu sais que ton histoire de colline avec de la colline de l'argent, là, ça a marqué vraiment plein de gens. Hein. Ouais, je me rends compte que pour bien communiquer, il faut de la punchline, il faut des formules. Et je fais souvent des métaphores. C'est une bonne métaphore en plus, tu vois, de venir expliquer ça parce que, comme tu le dis, ok, t'as souvent l'impression que faut aller la grimper cette colline et parfois c'est l'Everest pour certaines personnes, etc. Qu'en fait, une fois que t'es là-haut, t'es bien à poil, quoi. Alors certes, t'es plus confortable en termes financiers en tout cas, mais que ça résout pas forcément l'intégralité de tes problèmes. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans, moi j'avais été étonné par plein de choses te concernant, et notamment ton obsession de ne pas venir taper dans ton capital. Où c'était, tu te crevais au boulot. À l'époque où on s'était vu pour la première fois, t'étais exténué, et on va en reparler parce que j'ai l'impression que ça a pas mal changé. T'étais exténué parce que tu voulais faire en sorte de, en gros, facturer autant que ce que tu gagnais, que ce que tu dépensais en termes de rythme de vie, etc., qui tournait autour, à l'époque, de 10-15 000 euros par mois, ce qui est beaucoup pour plein de gens, mais qu'il fallait facturer. Qu'il fallait que tu factures. C'est vrai. Non, mais en fait, un objectif. Je ne dépensais pas. Je suis loin de dépenser ça chaque mois. J'ai une vie assez simple. Je vis dans un bel appartement, mais que j'ai pris à crédit. Donc le crédit est important, et donc j'avais l'impression que je le rembourse, alors qu'en fait c'était juste. T'aurais pu l'acheter cash. Oui, mais c'est une optimisation, parce que il vaut mieux emprunter à moins cher. Oui. Et placer à plus. Je dis pour ceux qui ne sont pas éduqués sur le sujet, et c'est important de s'éduquer sur le sujet. Si vous avez un taux qui est intéressant, il vaut mieux prendre ce taux et utiliser l'autre argent pour. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont remontés, etc. À l'époque, et j'ai bien fait, parce qu'effectivement, pour cet appartement, j'ai fait un prêt. Ce prêt, je sais plus combien il est, à 1% et quelques, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est une. C'est impossible d'avoir un taux à 1%. C'est un fantasme. Et donc, aujourd'hui, l'argent, je crois par défaut, vaut 4%, entre 4 et 8% en dette. Donc, en fait, c'était un bon plan. Voilà, de le faire comme ça. Alors que moi-même, j'étais là, quand on m'avait conseillé ça, je dis non, je vais payer, comme ça, je suis tranquille. Tu vois, ce réflexe un petit peu à la papa. Et en fait, non, ça aurait été un mauvais choix que de faire ce choix-là. C'était un bon plan. En revanche, comme ça te donnait un crédit à rembourser chaque mois, j'ai l'impression que... Et tu vois, moi, j'étais bien moins bon dans mes interviews. Je me suis réécouté là, il y a pas très longtemps. J'ai vachement progressé. Et j'ai aussi la sensation que de ce fait, ça te coûtait énormément en termes de points de vie, d'une manière générale. Si on a beaucoup parlé de jeux vidéo dans ton premier épisode, ça te coûtait beaucoup en termes de points de vie, et peut-être que si tu t'étais dit, ok, je vais dépenser cet argent-là et le placer dans cet appartement, et en fait, voilà, maintenant, t'aurais peut-être eu moins cette pression-là de t'obliger à travailler, entre guillemets. Voilà, si on fait les maths, tu vois, ce dont je te disais, oui, il fallait que je facture 15 000, parce qu'après, bon, tu payes les charges et tout, machin, tu te retrouves. Et en fait, cet appartement dont j'ai fait un prêt, j'ai acheté un bel appartement, par exemple, que j'ai fait des travaux qui ont coûté un peu cher, dans un quartier sympa. Et ben, ouais, ça me coûte 7 000 euros par mois de remboursement. Donc en fait, quasiment, la raison pour laquelle je bossais, c'était pour payer l'appartement, alors que c'était pas forcément nécessaire. Donc effectivement, t'as raison. C'est-à-dire que, ouais, tu vois, là, je crânais un petit peu en disant, oui, j'ai fait un prêt à 1%. Mais en vrai, il y a un coût, et ce coût, il est dans la vie. Et c'est celui de se dire, il faut que chaque mois, je gagne, sinon je vais manquer, enfin, catastrophique. Et alors, j'ai l'impression que t'as vachement évolué depuis 2 ans, là. En tout cas, on va en parler, mais... Épisode 1, saison 2. Épisode, ouais, exactement, c'est vraiment... donc, c'était il y a 2 ans.
Pour remettre un peu de contexte, avant ça, donc pour les gens qui t'ont pas écouté dans le premier épisode, vraiment, je vais remettre le lien du premier épisode. Allez écouter ce premier épisode pour un peu comprendre l'évolution de Sébastien depuis 2 ans. Je trouve ça trop intéressant. Et franchement, je pensais pas que t'en étais à ce point-là. C'est-à-dire qu'on s'était pas trop recontacté depuis. Je savais pas du tout où t'en étais. Et je trouve ça assez cool, la façon dont t'as évolué. Mais en gros, donc t'as vendu ta boîte il y a maintenant 6 ans, si je me trompe pas, c'est ça? Mai 2017. Donc ça va faire 7 ans. Ça va bientôt faire 7 ans. Quand on se parle la première fois, c'était 4 ans et demi après, et t'étais encore dans ce truc où j'ai l'impression que certes t'avais et tu vois, tu racontes que t'as fait des donations à tes neveux, etc. Tu racontes que t'as dépensé un peu d'argent, mais j'ai l'impression aussi que t'avais une vraie volonté de ne pas toucher, comme tu dis, à ce bloc. Tu parles du bloc d'ailleurs, comme si c'était encombrant. Exactement. C'est encombrant. Et que ça te prenait beaucoup de place. Et comment ça a évolué depuis? Alors, la gestion de ce bloc, déjà, quelque chose qui était important pour moi, c'est de le faire disparaître. C'est-à-dire que l'argent, il est... En fait, t'es allé à Las Vegas et t'as tout dilapidé. Exactement. Non, il est plus sous tes yeux. En fait, il faut s'habituer à ce qu'il soit plus sous tes yeux. C'est-à-dire que tu le réinvestis. Ok. Moi, j'ai réinvesti... donc, je suis business angel, donc j'ai réinvesti dans beaucoup de projets français, plutôt parisiens, à la fois dans la tech parce que c'est de là où je venais, mais aussi dans l'industrie créative. Donc beaucoup de marques qui ont du succès à Paris. Mais tu le faisais déjà à l'époque, non? Et je le faisais déjà à l'époque, mais en fait, donc ce bloc, je l'ai découpé en petits morceaux et je l'ai mis dans ces projets. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça donnait une destination à cet argent. C'est-à-dire que c'était participer, c'était donner de l'énergie. Je dis souvent l'argent, c'est de l'énergie potentielle que l'on donne et qui permet d'aller échanger cet argent avec l'énergie du travail, par exemple. Et donc ça a en donné une destination et ça a permis de voir des projets fleurir. C'est-à-dire que j'étais pas le responsable, j'étais pas le jardinier, mais j'ai donné un peu de terre qui avait aidé à faire grandir ces projets. Et tu sais, par rapport à cette histoire d'énergie, je te coupe, mais l'un des trucs aujourd'hui dont je me rends compte, c'est que c'est aussi une projection qu'on a sur l'argent. Donc en gros, globalement, tout ce qui se passe avec l'argent, c'est que on a tendance à y projeter des émotions, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, je comprends très bien quand tu veux venir dire de l'énergie, mais en fait, le fait que t'aies plus d'énergie, que t'aies plus d'argent, ça veut dire que t'as plus d'énergie en tant qu'entrepreneur, et qu'il y a un truc où ça peut être aussi plombant. Tu vois, alors que tu peux très bien te dire, ok, j'ai moins d'argent, donc peut-être que j'ai moins d'énergie, mais ça t'empêche pas d'avoir de l'énergie, toi, personnelle. Ah oui. Tu vois. Alors, c'est marrant parce que je vois totalement ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est une des thématiques parce que pendant cette année-là, quand tu disais où je travaillais, en fait, je coachais des entrepreneurs. Donc, j'étais à côté, sidekick des entrepreneurs et je les aidais à gérer leur croissance, à gérer les coups durs. Enfin, c'est un métier qui est très très difficile, dans lequel tu es souvent seul. Et ben moi, j'étais celui avec lequel ils discutaient, qui était pas leur psy, mais un peu, qui était pas leur conseiller, mais un peu, qui était pas leur coach, mais un peu. Et un des enjeux que je donnais à l'entrepreneur, il a 2 choses à faire. Il a gérer l'énergie, je vais y revenir, et 2, rendre le plus clair possible la direction. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on espère qu'elle soit bonne, mais en tout cas la rendre claire. Et je vais revenir sur la direction après, et c'est lié à l'énergie, je t'explique pourquoi. En fait, la première chose que l'entrepreneur doit gérer, c'est l'énergie. Et sa première source d'énergie, c'est lui-même. Et cette énergie, il la dépense à des choses dans son entreprise qui fait que ça génère de l'énergie chez les autres. Parce que quand tu fais un discours inspirant, quand tu as une direction claire, les gens, ils ont envie d'y aller. Et donc, et d'ailleurs, ils dépensent pas leur énergie à quelque chose d'inutile s'ils comprennent que la destination est bonne, tu vois. Et en revanche, il a des choses qui lui coûtent de l'énergie. Et je lui dis, attention, quand ça te coûte de l'énergie, dis-toi, est-ce que ça va aider à générer de l'énergie par ailleurs? Et si par exemple, tu as quelqu'un dans ton entreprise avec lequel tu interagis qui te coûte trop d'énergie, eh bien, change la façon de travailler avec lui. Mets quelqu'un en indirect avec lui ou travaille avec lui au moment où tu es plein d'énergie et que tu es sûr qu'il va pas va pas nuire à ce que tu vas faire par la suite. Et effectivement,
une des autres choses sur lesquelles il est responsable, c'est d'assurer du financement de l'entreprise. Et dans ce financement de l'entreprise, il peut aller chercher de l'énergie ailleurs, donc de la dette ou des investisseurs, et donc aller chercher cette énergie potentielle dont on parlait. C'est pour ça que je dis que c'est de l'énergie. Voilà. Et donc, oui, pour revenir à ton parcours, donc t'as cassé ton... Voilà, j'ai éparpillé cette énergie potentielle dans des projets. Résultat, t'es plus assis sur le tas d'or de Picsou qui a besoin de se baigner dedans pour se sentir bien. Et c'est vrai, on a grandi avec cette image quand on était petit dans un autre grand âge. Le grand âge. Le journal de Picsou. Et donc le fait de plus le voir, ça n'existe plus. Et donc en fait, tu dis bon, voilà, c'est voilà. Et puis il y a encore des gens qui viennent demander de l'argent. Et tu dis non, je suis désolé, j'ai plus de liquidité. c'est plus liquide, c'est dans des projets. Alors il revient par moment parce que les projets arrivent à des moments de liquidité. Donc et tu te retrouves avec de nouveau des sous comme quand ta maman elle te donne un peu d'argent pour aller dans la salle d'arcade et tu vas de nouveau l'investir dans d'autres projets. Alors la salle d'arcade pour les jeunes qui savent pas, c'est à l'époque. Il y avait des salles où il y avait des jeux vidéo, voilà. On mettait des sous dedans. Ouais, c'est ça. Des petites pièces. C'est une sorte d'immense App Store physique dans lequel tu peux aller jouer quelques minutes. Incroyable. On va reparler des jeux vidéo juste après. Zut. Et donc, qu'est-ce qui t'a... Donc, c'est simplement le fait de te dire, ok, bah cet argent-là, il m'encombre quelque part. Je vais faire en sorte de le réinvestir un maximum. Donc, depuis 2 ans, t'as placé un maximum de cet argent ? Oui. Alors, ce dont on se rend pas compte, c'est que quand tu te retrouves avec un capital, d'ailleurs, c'est assez bien adressé quand tu regardes. Je me suis surpris sur YouTube à regarder des vidéos de gens qui avaient gagné au loto. Et ils sont là, il y a plein de réactions différentes. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a besoin de s'éduquer sur son rapport à l'argent. C'est un peu le thème de ton podcast. Et de dire, bah, en fait, t'as beau être un bon entrepreneur, ça veut pas dire que t'es un bon gestionnaire d'argent. Et donc, avec le temps, je pense que un des deuxièmes éléments que j'ai réalisé, c'est que ben j'ai peut-être progressé dans mon poste de gestionnaire de ce capital. Je dis pas que je fais les choses mieux. Je dis juste que j'ai conscience que j'apprends et que je fais des erreurs. Et c'est pas grave de faire des erreurs. Oui, alors on peut dire c'est des gros montants parce que t'as sponsorisé un projet qui n'a pas réussi à rencontrer le succès escompté et que t'as l'entrepreneur qui vient de voir et qui s'excuse et qui te donne le justificatif comme quoi il a fait la liquidation. Ouais. Bah c'est quoi? C'est des tickets sur lesquels tu pouvais rentrer à hauteur de combien de sous pour donner un peu? Bah, c'est 100 000 euros en moyenne, tu vois. Et donc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et donc, il arrive, il est penaud, mais en fait, il est désolé pour toi, mais en fait, en vrai, t'es désolé pour lui. Parce que toi, ça représente une partie, c'est vrai, c'est embêtant, et puis tu lui avais bien dit de pas faire ci, il a fait ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Il a joué le jeu. Mais c'est surtout, t'es triste de voir la fin du projet. Et effectivement, quand t'investis dans 10 projets, il y en a peut-être 5 qui se cassent la figure, 3 qui durent longtemps et sur lesquels tu vas à peu près retrouver ton argent, et peut-être 2, dans le meilleur des cas, qui vont te rembourser ce que tu as investi par ailleurs. Donc, t'es obligé de vivre cet échec avec lui. Et en fait, moi, dans la façon dont j'abordais le sujet avec lui, je dédramatisais la chose. Je dis, écoute, moi, ce qui est important, c'est que tu as essayé jusqu'au bout, que tu nous as respecté jusqu'au bout en tant qu'actionnaire, et que t'as pu vivre pleinement cela, et qu'est-ce que t'as prévu après, comment ça se passe, voilà. Donc, c'est important parce qu'aux États-Unis, on a la culture de l'échec business, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quand ton CV, t'as planté une boîte, c'est une bonne chose. En France, c'est limite compliqué. Plus difficile, quoi. Exactement. Okay. C'est plus difficile. Donc, c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression que tu me dis que t'as appris à mieux gérer, mais j'ai l'impression que surtout que t'as appris à faire baisser l'émotion que tu pouvais avoir par rapport à ce bloc. Et que c'est pas que juste un truc où tu t'es dit, ok, je vais casser ce bloc en plein de petits blocs. J'ai l'impression aussi que tu t'es dit, ok, à quoi me sert cet argent? Et qu'avant, t'étais plutôt dans
cet argent il est important et en fait il faut que j'en fasse, il faut que je le garde là et en fait c'est encombrant. Faut faire un high score, tu vois. Tu dis j'ai fait tant de high score, il faut que je le fructifie pour faire un high score plus élevé, tu vois. T'étais un peu dans la course. Exactement. Ouais. J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Même si je me disais je suis pas dans la course, tu vois. Ouais. Parce que j'étais dans la course de au moins pas perdre, tu vois. C'était ça le sujet. J'ai dans ce rapport-là, j'ai appris à plus compter, en fait. Je pense que le vrai confort de gagner suffisamment d'argent, c'est de se dire tu peux ne plus compter. Mais bizarrement, on dit il y a 2 ans, tu comptais encore. Mais ouais, je compte même encore un petit peu. Enfin, je compte aujourd'hui, mais c'est le système qui compte un peu pour moi. Je me suis organisé, j'ai fait un fichier avec voilà, et puis tu vois qu'avec le fichier, même dans le pire des cas, bon bah tu pourras payer une maison de retraite. Tu vois, c'est ça le sujet. Oui. Non mais c'est à partir du moment où t'as ça en tête, c'est le confort que t'apporte l'argent. Mais t'avais pas ça il y a 2 ans. Non. T'étais pas là-dedans. Non, c'était uniquement fantasmé, je m'étais pas organisé, j'avais pas structuré, je m'étais pas dit bon c'est à peu près en maîtrise, tu vois, j'y allais. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire il y a 2 ans? Et qu'est-ce qui t'a incité à le faire là? La même raison que tu te dis allez demain je me mets au sport et en fait tu te mets pas au sport. Okay. Je pense que c'est vraiment ça, Mais t'avais peur? Bah non mais alors bon, j'aime bien le business, j'aime bien les Excel, mais quand c'était pour moi, impossible de le faire. Oui. Impossible de le faire. On en a beaucoup parlé, tu sais. Ouais. Tu racontais que t'étais super fort dans la gestion de ta boîte et dans faire en sorte de faire gagner ta boîte, mais dès que ça te revenait à ton argent perso, c'était plus complexe. Exactement. Qu'est-ce qui a switché? Je pouvais limite passer du temps à aider un pote à gérer ses sous plutôt que ton argent perso. Mais bien sûr, hein, c'est ça. C'est très dur de s'auto-coacher. Qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui fait que t'as décidé de passer ce cap? J'étais en voyage, j'étais coincé, je pouvais rien faire d'autre. Il fallait que je fasse le bilan de clôture de ma holding et le comptable était en train de faire n'importe quoi par ma faute. Et ça m'a amené dos au mur. Mais la même raison pour laquelle, quand j'avais 15 ans, je me mettais à écrire ma rédaction à 19h la veille, parce que le lendemain, j'étais acculé, donc j'étais obligé de le faire. Et une fois que je l'ai fait d'une façon en me disant, ça me servira pour les prochaines fois. Et ça m'a apporté une sorte de plénitude. Et il y a une chose aussi, parce que le fait de coacher pendant toutes ces années, c'est en fait quand tu coaches les autres, tu te coaches toi-même. Hein. C'est un exercice quotidien d'amélioration de soi. Je me suis rendu compte que quand on a des peurs, ce qui attise le plus la peur, c'est l'inaction. Ce qui fait disparaître le plus la peur, c'est l'action. Et le simple fait de se mettre en mouvement et d'être actif, ça enlève la peur et donc tu continues à être actif et donc au fur et à mesure ça finit par disparaître. Donc ça c'est quelque chose qui mais t'as dû entre guillemets te retrouver dos au mur avec Exactement. Ton comptable qui était en train de, comme tu dis, faire n'importe quoi par ta faute quoi. Exactement parce que les papiers, les machins, les trucs tu vois. Et tu préférais pas t'en occuper jusque là et te dire ok bon ouais c'est ça, c'est vraiment la procrastination qui te rend malheureux, tu vois. Et le fait d'avoir mis en place ce système, t'as ouvert des portes, c'est ça? Non, ça m'a permis juste de le mettre dans une Pokéball, quoi. Alors pour les jeunes qui savent pas, je sais qu'un Pokéball. Non mais tu vois, c'est une Pokéball. Voilà, c'est cloisonné, c'est dedans. Ce monstre entre guillemets, il est géré par ça et puis. Ce monstre. Ce monstre. Non mais je dis ce monstre, c'est une image, mais. C'est toujours encombrant pour toi l'argent? En tout cas ton argent et ton capital. Déjà, il y a aussi une chose, c'est que et c'est marrant parce que c'est une thématique que je me suis dit qu'il fallait que j'aborde pendant ce podcast parce que tu vois je t'avais dit derrière la montagne il n'y a rien, mais en fait je me souviens quand j'avais passé mon bac, j'avais fait une petite dépression parce que il fallait absolument que je passe mon bac, j'étais un très mauvais élève et mes parents pensaient pas, ils m'ont poussé, tiré, tracté vraiment. Et une fois que je l'ai eu,
en fait, j'ai une sorte de Baby blues. de back blues parce que j'avais passé cette montagne et en fait, j'avais le choix de choisir ma vie. Et le choix, c'est très dur. Et quand tu gagnes suffisamment d'argent, quand tu as fait bonne fortune, eh bien, tout est possible. Et moi, je dis souvent, le bonheur est un choix. Et je pense que le malheur, c'est le non-choix. Et donc, quand tu as plein de choix, tu sais pas quoi choisir. Et tu te dis, ah, mais je peux faire ci ou je peux faire ça. Et tu vois, je me suis éparpillé dans plein de projets. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un projet sur lequel je me dédierais à 100%. Tu veux dire dans les boîtes dans que lesquelles tu as pu j'ai investir investi. et Et puis tout. il y en a aucune dans lequel je me suis bien investi. Et j'ai plaisir à le faire encore aujourd'hui. Mais j'étais pas à 100% dedans. Et je me rends compte dans mon entourage, parce que je suis entouré par des gens qui ont vécu un peu la même chose, hein, parce que tu te retrouves à partager ces sentiments avec des gens et tu te retrouves proche de personnes qui te ressemblent parce que le système les a créés de la même façon que toi, avec Globalement, t'as plein de copains qui sont très riches aussi, qui Exactement. sont millionnaires, etc. Tout à avec qui fait. vous discutez, quoi. Exactement, et on parle des choses avec lesquelles c'est difficile de parler à d'autres sans paraître quelqu'un de Tous des gens qui n'ont pas écouté mon podcast, Ouais. forcément. Exactement. Et il n'y a pas plus de bonheur là où il y a de l'argent. Il y a quoi alors? et souvent il y a souvent du malheur parce que t'as un statut, on attend de toi des choses et toi tu sais pas trop. Tu sais pas, et tu ne fais pas de choix, ou en tout cas tu fais des choix implicites sans vraiment... Quand tu parles de statut, tu parles de quoi? T'as le statut de quelqu'un qui a de l'argent, qui doit normalement être heureux, tu vois, qui peut tout faire, donc qui doit pas se plaindre, tu vois. Et, qui a accédé au succès finalement. Qui a accédé au succès, qui doit se sentir accompli, tu vois. Bah non, tu peux avoir des doutes, tu peux ne pas être accompli, et voire même... t'es presque incompris parce que on se dit mais en fait de quoi tu te plains, en fait t'as tout ce qu'il faut, et d'ailleurs je rappelle que la dépression c'est des pays t'en as plus dans des pays développés ou plutôt riches que, parce que quand tu sais pas ce que tu vas manger le lendemain ou où est-ce que tu vas dormir le soir, en fait t'as pas le choix, donc finalement ce choix-là implicite fait que tu te poses pas la question dans la vie, c'est quoi mon rôle, tu vois. Donc justement en haute montagne, tu vois, tu te dis bon bah voilà, c'est facile, le bonheur est un choix. D'ailleurs j'ai les moyens d'eux, mais en fait non, le non-choix crée une forme de malheur. Et tu mets du temps à te dire mais en fait c'est quoi ce que je choisis? Parce que comme tout est bien, puisque t'en as les moyens, tu peux, je sais pas moi, si t'as envie de lancer un média, si t'as envie de faire le tour du monde, si t'as envie, on te dit ah c'est génial, mais oui, mais en fait est-ce que t'as vraiment envie de ça? J'ai beaucoup voyagé, j'ai bien aimé, c'est enrichissant de voyager, mais je me suis pas senti accompli le fait de voyager, et j'ai mis du temps à me dire qu'est-ce que je choisis. Et je pense que dans ces 2 ans, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'assez simple et que j'aime qui adore son quotidien. Moi, t'as beau aller au fin fond du Pérou, sur les montagnes colorées où t'es trop content de poster ça sur Instagram, mais le plaisir d'une petite table en zinc avec un petit café en terrasse à Paris à faire ton parisien, c'est regarder les gens qui sont beaux et bien habillés, et ou même pas beau et bien habillé, hein, enfin ces tranches de vie, et bien c'est ça ce bonheur, cette scène très concise, elle peut t'apporter du bonheur, en tout cas, elle dans ton quotidien. Elle t'apporte du bonheur à toi. Et le jour où tu comprends qu'en fait il te faut pas grand chose pour être heureux, ça te libère de plein de trucs. Et ça, t'as la sensation que tu l'avais pas capté il y a 2 piges? Non, ou pas comme ça en tout cas. Pas comme ça. Enfin, oui, en fait, tu sais, il y a savoir, il y a comprendre et il y a le réaliser. Je pense qu'à l'époque, j'avais compris, mais j'avais pas encore réalisé. Je dirais même l'intégrer. Voilà, l'intégrer. C'est-à-dire vraiment que ça rentre en toi. Exactement. Que ça fasse partie de tes cellules.
l'histoire qui m'aidait à comprendre ça, c'était entre les 3 étapes, les 3 niveaux, tu le sais, c'est comme tu lis le menu sur la carte, tu le comprends, tu vois le plat passer et tu dis c'est ça ce que je veux, mais tu le réalises quand tu le goûtes, tu vois. Donc, ouais, je pense que je l'ai goûté parce que il y a un moment, j'ai eu une vie sur le papier, j'ai eu une tranche de vie pendant 2 ans sur le papier où j'étais censé vivre la plus belle vie possible. Tu vois, je vivais à Rio, au plein mois de janvier, j'allais courir 10 km à Copacabana. Et 1 an plus tard, je me suis retrouvé sous la pluie en janvier à Paris à aller prendre mon café en terrasse. Et j'étais plus heureux. Tu vois, donc ça sert à rien d'empiler en fait. Ça sert à rien d'empiler. Voilà. Un stock d'argent, tu vois, ce qui est important, c'est... Alors, il faut le minimum, hein. Je dis pas que... Bien sûr. Hein, et des fois, obtenir ce minimum, c'est pas forcément facile. Bien sûr, pour plein de gens. Exactement. Mais souvent, on pense que son minimum il est plus haut que celui qui est véritablement nécessaire. T'as vu le dessin animé Soul ? Ah bah bien sûr. De Pixar ? Ah bien sûr. Voilà, que j'invite tous les gens qui l'ont pas vu. Il y a le fameux moment de la petite feuille hélicoptère là qui descend, moi qui me fait pleurer à chaque fois. Ah oui. Ouais. Où en fait, enfin bon, je vous spoil pas, mais il y a un vrai truc de moment de réalisation, je trouve, dans ce dessin animé de. En fait, le bonheur et la réalisation, parce que c'est ça tout le projet de ce dessin animé, enfin de ce personnage. Finalement, ça peut résider dans pas grand chose, quoi. Dans juste se dire, putain, en fait, c'est chouette de voir cette petite hélice là descendre. Je sais même pas de quel arbre c'est. Bref. Bon, et donc toi, t'as trouvé ta réalisation là. J'ai l'impression, on en parlait juste avant le déj. Pendant le déj, c'est trop intéressant. Ça, t'es sûr, bien sûr. On est loin de l'argent dans ces cas. Ah bah non, on est en plein dedans. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que tu m'as dit un truc tout à l'heure, mais je crois que tu t'en es pas rendu compte. Ah bon ? C'est que tu m'as dit, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, j'ai besoin un peu de vivre pour ma gueule, et que peut-être, tout simplement, que ce que tu te disais qu'avant il fallait que tu fasses, c'est-à-dire le high score, tu vois, tu t'es peut-être dit, mais peut-être que le high score, je peux aller le chercher ailleurs, et pas forcément que ce soit dans l'argent, mais ailleurs. C'est vrai, non ? Tu penses quoi ? Non, si, ça, je m'en suis rendu compte à table quand je t'ai parlé de ça. Tu m'as demandé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans ? Je t'ai raconté. Je me suis dit, ah là là, je lui raconte ça. C'est sûr, il va me le reprendre pendant le podcast. Bah, je t'en aurais parlé quoi qu'il arrive. Hein. Ok. Non mais tu vois, c'est un vrai commit que d'en c'est parler vrai pendant le podcast. Ouais, non mais on n'est pas obligé d'en parler. Si, non, mais ça me dérange. Tu m'as dit que t'avais pas encore changé ta bio. Ouais, je voulais le faire. Ouais, non, effectivement, il y a quasiment 9 mois, j'ai décidé de faire un truc où je m'étais dit, d'ailleurs, je pense que quand j'avais monté ma boîte et j'avais 20 ans, je crois que je m'étais dit, ouais, si un jour je suis à l'aise financièrement, j'essaierai de réaliser ce rêve. Et ce que je te disais, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir tenu ma promesse par rapport à ce jeune de 15 à 20 ans. Et tu vois, j'ai investi dans plein de projets d'industrie créative, de tech. Et moi, j'avais une passion quand j'étais jeune, c'était les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que je réfléchissais beaucoup et c'était vraiment l'activité qui me permettait, avec la guitare, de mettre pause, tu vois, d'être dans le flow à la soul, tu vois, qui te donne une certaine forme de plénitude, tu vois. Et je m'étais dit, bah tiens, si un jour j'ai ma boîte, ben j'essaierai de faire du e-sport. Alors je serais peut-être trop vieux, mais et effectivement, il y a du sport électronique, donc de la compétition autour du sport, quoi. Du jeu vidéo. Du jeu vidéo, pardon. Et effectivement, depuis le mois de juin, j'ai décidé d'essayer de faire une performance à Vegas en 2025 sur Street Fighter. Voilà. Incroyable. Oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit... Tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit, moi, mon objectif, là, c'est de devenir pro sur Street Fighter. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire devenir pro ? Ça veut dire faire partie du top mondial, c'est-à-dire c'est peut-être 0,5%, tu vois, et de gagner même 100 €
un tournoi, et il y a un grand tournoi qui a lieu chaque année en 2025, en juillet. Donc il y en a un en 2024 là à Vegas, il y en a un autre en 2025. Tu vas y aller là en juillet? Tu vas aller voir? J'y vais en juillet, ouais. Je vais même participer, mais je ne m'attends pas à faire un résultat. Et en 2025, c'est d'essayer de sortir des poules. Alors je ne sais pas combien tu finis si tu sors des poules, mais ça veut dire qu'au moins, tu sors, tu fais partie des joueurs français qui sortent. Alors, je me rends compte qu'il y en a, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils n'y arrivent pas. Là, je me suis donné 1 an et demi, 2 ans. Et bon, ça sera peut-être 2026, je sais pas, mais je trouve que c'est un bon horizon. Et ce qui était intéressant, c'était que ça m'a mis dans une position où, en fait, je fais un truc pour moi. Je fais pas un truc pour les autres, à coacher les autres. Et je fais grossir un ballon dans ma vie qui fait de la place pour moi-même, en fait. Ça pousse le reste des choses. Et donc, je dis plus facilement non aux autres. Et je me recentre sur une activité alors qui paraît peut-être un peu spéciale de prime abord, parce qu'on se dit, tiens, c'est un truc de gamin. Et en fait, c'est comme toute compétition à haut niveau, ça demande un commitment et un oubli de soi, mais une conscience de soi qui est hors norme. C'est très intéressant l'impact que ça a sur mon quotidien, ma vie et mon propre développement personnel. Voilà. Et alors tu te fais coacher. Et c'est en ça aussi où, tu vois, pour moi, ça revient sur l'argent, c'est-à-dire que tu as investi de l'argent là-dedans. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà. J'investis du temps et de l'argent. Ouais. Et alors, il faut savoir que donc Street Fighter est quand même c'est le premier e-sport. C'est-à-dire que chronologiquement, c'est le premier jeu vidéo sur lequel il y a eu de la compétition. Ouais. Et je te parle de quelque chose qui a quasiment 25 ans. Les premières compétitions, je crois, aux US, dans les salles d'arcade, justement. Ah ouais. Et en fait, il n'y a pas vraiment de pros, c'est des semi-pros. Semi-pros, c'est-à-dire qu'ils ont tous un boulot à côté. Donc là, moi, j'ai la chance de pas forcément avoir un boulot à côté. Donc je me dis, je vais apprendre plus vite. J'ai pris 2 coachs, tu vois, là où il y en a. Mais j'ai rencontré un autre individu de mon dojo lors d'une compétition ce week-end. Lui, il a un boulot. Dojo, parce qu'en fait, quand tu as un coach, ouais. Et ton coach, il a plusieurs élèves, et ce coach et ses élèves, comme du karaté, c'est un dojo. Donc un autre élève de mon dojo, et lui, il a un boulot la semaine, d'ailleurs comme mon prof, hein, comme si vous faites du karaté, votre sensei, il a sûrement un boulot légendaire. C'est exactement la même chose. Et lui a un boulot, et il vit la passion de la même façon que moi. Moi, c'est un tout petit peu plus confortable, je peux passer un petit peu plus de temps, donc rattraper les années, parce que lui, il joue depuis 15 ans, et parce que il n'était pas entrepreneur à bosser 20 heures. Donc, je rattrape un petit peu du bout de ma vie, tu vois, que j'avais mis de côté, pour essayer de faire, de peut-être faire une performance à terme. Donc, j'investis du temps et de l'argent, et je perds. C'est-à-dire que tu dis, le gars, il peut faire ça toute la journée, et il est face à l'échec, tu vois. Alors, c'est très drôle parce que, on est dans une société où quand t'as fait ta boîte et que t'as réussi, en fait, t'as pas perdu. Ta vie, elle est réussie. Non, là, tu te retrouves dans une situation. Globalement, les gens te mettent un peu un tampon voilà. Succès, quoi. Voilà. Et là, donc, j'arrive, je suis un nobody. Je perds. Personne, quoi. Voilà. J'arrive à un tournoi, je fais 0-2, c'est-à-dire je perds mes 2 matchs et je suis éliminé. Et donc, se retrouver dans cette situation du challenger, de l'apprentissage, de l'anonymat, tu vois, c'est dur. D'être sur en fait, dans la vie, il y a plein d'échelles différentes. Et donc, de se retrouver en bas d'une autre échelle, il y a tout à gravir, c'est génial. C'est une autre montagne, tu vois. Et le fait d'avoir choisi cette montagne, c'est pour ça que on peut refaire une parenthèse plus longue si tu veux sur cette pratique et comment ça m'a développé sur plein d'autres aspects. Mais le fait d'avoir choisi, donc en fait, c'est la première fois en quasiment 7 ans que je dis, ok, je fais ça. T'aimes pas, on se rencontre, j'ai un date, je dis je fais ça, tu fais quoi dans la vie? Avant je dis je suis coach, j'étais un peu mal à l'aise de dire voilà, j'avais une boîte, voilà. Non, moi maintenant je te dis en fait que j'ai la chance là dans une période de chômage, donc je vais faire pendant 1 an et demi, je vais essayer d'être pro à Street Fighter. Tu dis que t'es chômeur au reste du monde? Je chôme. Okay. Dans le sens où j'ai pas de travail. Non mais disons que c'est au premier abord pour éviter
En fait, pour éviter les circonvolutions autour de discussions qui ne sont pas mes vrais centres d'intérêt. On va parler du dating, parce que la fois passée, on n'a pas parlé de dating. Ah, mince. Non, mais je trouve que c'est important aussi, parce que l'argent, mince, on n'est pas obligé après. Non, Mais en fait, c'est trop intéressant parce que tu préfères annoncer que t'es chômeur plutôt que de dire, tu vois, en fait, j'ai cette chance de pouvoir m'offrir 1 an et demi, 2 ans, 3 ans où je n'ai pas besoin de gagner d'argent. Et en fait, j'ai décidé de foutre l'intégralité de mon énergie, ou quasiment, parce que tu disais que tu jouais 6 heures par jour, parfois plus, et que entre-temps, quand tu joues pas, t'es en train de regarder... Je m'entraîne plus que jouer. Pardon. Parce que je sais pas si t'as déjà fait du foot ou je ne sais quoi. C'est de l'entraînement. Tu vas à l'entraînement, tu dis que tu vas jouer, tu vas taper dans le ballon, non, tu vas courir 10 km. Exactement. En fait, c'est la même chose. T'as raison. Des fois, je ne joue même pas, en fait. C'est ça qui est... Tu t'entraînes. Ouais. Et justement, tu t'entraînes aussi à regarder quand t'es pas en train de jouer pour le coup. J'analyse des vidéos. Tu es en train d'analyser des vidéos, quoi. Donc, c'est un vrai job à plein temps pour toi, quoi. Mais donc, ouais, tu préfères dire que t'es chômeur plutôt que de dire, en fait, moi, mon projet, c'est ça, et en vrai, j'ai pas besoin de gagner d'argent. L'argent, c'est réglé, tu vois. Ouais, alors, parce que fondamentalement, l'argent, c'est réglé pour toi. En fait, oui, mais je le cache pas. Je dis, c'est juste, quand j'utilise cette formulation, c'est juste pour éluder un sujet, pour mettre en exergue quelque chose de plus important. Éluder le sujet de l'argent, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est de dire, du travail, est-ce que tu existes à travers le travail? Tu vois, je dis, ok, je mets de côté le travail. Je dis, voilà, c'est ça mon activité. Parce que souvent on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Donc, on amène forcément au travail. Souvent. La réponse, c'est un peu le problème, oui. C'est un peu le problème. En gros, c'est quoi ton occupation? Moi, j'aime bien demander, c'est quoi ton occupation? Qu'est-ce qui t'occupe dans la vie? Exactement, tout à fait. Donc c'est ce qui m'occupe, tu vois. Et tu m'aurais dit ça comme ça, j'aurais peut-être pas dit oui, tu vois. Mais et donc le fait de mettre en avant cela et de le positionner par rapport au travail, c'est une façon de justifier, en fait, et sans rentrer dans les détails de mais comment t'y arrives. Alors après, forcément, les questions viennent et je me dis oui, j'ai eu une entreprise et je me sentais pas d'en relancer une, et donc là aujourd'hui j'entreprends dans ce domaine-là. C'est comme ça que j'amène le sujet, quoi. Voilà. En fait, c'est compliqué pour toi de te dire, de venir dire à l'extérieur du monde que c'est un peu ton projet, et qu'en fait, en vrai, pour moi, c'est un vrai projet. C'est-à-dire que t'es vraiment, c'est un vrai projet, mais qui est centré autour de toi. Qui est centré autour d'une passion que t'as depuis que t'as 20 piges ou 15 piges. Et c'est compliqué pour toi de venir le dire au monde? Que t'es juste en train de faire un truc que tu voulais faire depuis 30 ans? Ah non. Alors, au début, oui, un petit peu. Ok. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Parce que je vois dans la réaction des gens, dans leurs yeux, dans la nature des discussions que j'ai ensuite avec eux, en fait, ça me conforte dans mon choix. Parce que souvent les gens, alors peut-être c'est dans la façon dont je parle, je suis très animé par le sujet, on sent que ça me remplit de joie. Eh bien, il n'y a pas de jugement. Au contraire, il y a un jugement, enfin s'il y en a un, il est très positif. Il y a une curiosité plutôt. Il y a une curiosité positive. qui disent. Il y en a qui me disent, ah bah bravo, c'est en fait presque comme si c'était courageux de faire ça, tu vois. Et ils t'en félicitent, tu vois, de sortir un petit peu du moule et de dire vas-y, je fais un truc, tu vois, dans lequel et qui finalement, comme j'ai expliqué, un plaisir assez simple, parce que la communauté de Street Fighter, c'est une communauté, comme je t'ai dit, semi-pro, t'en vis pas, donc c'est des gens qui font ça en associatif, par passion. Là, j'ai rencontré un gars qui organise la plupart des tournois, le mec. Il y a pas d'argent, il y a pas d'argent, et il donne son énergie, et je trouve que il est tellement peu récompensé. Notre société récompense peu une personne qui, en fait, rend heureux plein de personnes comme moi, en fait. Et quand j'ai rencontré Switchen, je me dis, mais comment je peux t'aider, tu vois? Donc, je me pose la question de dire, pourquoi pas employer cet argent à, justement, développer ça, tu vois?
On a des fédérations de foot, de tennis, de badminton, hein, tu vois. Et donc, faut monter la fédé de Street Fighter. Mais du versus fighting. Mais oui, pourquoi pas. Mais ça va être un podcast sur le versus fighting. Mais non, mais pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il faudrait que ce genre de les gens comprennent mieux ce que c'est, parce que c'est quelque chose de très intéressant. C'est une passion qui... C'est pas un podcast sur le versus fighting, c'est un podcast sur à quel point j'ai l'impression que depuis 2 ans, t'as réussi à recentrer cet argent que t'as gagné pendant 15 ans, là, que tu t'es évertué à gagner, etc. Il y a 2 piges, t'étais en mode Picsou, comme tu dis, et qu'en fait, t'étais crevé. Je t'avais retrouvé au bout du rouleau. J'étais moi-même étonné à quel point t'étais au bout du rouleau. Et que là, je te retrouve 2 piges plus tard où t'as la grande banane et t'es en train de dire, je deviens pro fighter. Où il y a une forme, comme tu dis, de joie et d'intérêt, où j'ai l'impression que t'as un peu débloqué, pour revenir aux jeux vidéo toujours, mais t'as débloqué une sorte de warp zone, quoi, tu vois, de stage secret ok, en fait, cet argent-là, il me permet aussi de pouvoir profiter de cette existence, en fait. Tu sais, quand tu me dis ça, hein, c'est presque une séance de psy, hein, mais ça m'évoque quelque chose d'important. C'est dans la vie, tu fais souvent des choix. On sera vraiment sur la thématique du choix. Et tu vois, tu fais telle et telles études en fonction d'eux. Moi, je me souviens quand justement j'avais passé mon bac, j'avais la possibilité de faire. Je voulais bosser dans l'informatique. Et j'avais la possibilité d'aller côté ingénieur ou côté artistique, ou voire même côté vidéoludique. Alors, c'était pas trop développé à l'époque, quoi. Oui. Mais moi, j'avais envie d'aller côté artistique, voire même vidéoludique. Mais le côté, on va dire, raisonnable de mon environnement et de l'attente de mes parents, c'était d'aller du côté ingénieur. Donc, en fait, dans les Y de ma vie, où à chaque fois, il fallait que je prenne une décision, j'ai toujours pris le côté raisonnable. Et je me suis dit, tiens... je passe mon bac, je vais faire école d'informatique, côté ingénieur. Après, j'ai fait mon école d'ingénieur, je me suis dit, en sortant de là, je vais faire des jeux vidéo. Et puis finalement, j'ai failli le faire, et j'avais monté un laboratoire de développement sur PlayStation. Je plaçais des gars en stage dans le Darkworks, le studio qui s'appelait, qui avait fait Alone in the Dark. Donc j'aurais pu aller dans cette voie-là. Bah non, j'ai décidé de faire une boîte de développement et réseau. Tu t'en es empêché consciemment ? En fait, j'avais l'impression, pour moi, c'était ça ce qui était attendu, en fait, tu vois. Et donc, il fallait que je le fasse. Et là, pareil, sur la boîte, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je fais Business Angel, j'ai investi et tout. Et donc, c'est la première fois que je pense, je fais le choix de gauche, tu vois. Et ça me rend et ça me rend heureux, et je me rends compte que c'est un choix qu'il fallait que je fasse à un moment ou à un autre dans ma vie, tu vois. Des fois alors oui, j'ai toujours choisi celui le plus rationnel, celui qui avait le plus de chances de réussite sur l'échelle de la réussite de notre société, tu vois. Mais j'avais toujours admiré ceux qui partaient en école d'art. Je me souviens d'avoir discuté avec Navo, je me souviendrai toujours de ce jour. Bruno Musco, qui est scénariste, co-créateur de Bref, etc. Bruno, je te cite à ce moment-là, j'espère que tu me donnes l'autorisation, mais on était en train de faire un street lunch. Il me dit, alors moi j'étais street lunch, c'était un groupe de potes qui jouaient à Street Fighter, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît. C'est un des choix de gauche que j'avais fait qui fait que ça m'a ouvert un autre pan de ma vie, c'est comme ça que j'ai rencontré Lame, Navo et tout le reste. Et on en avait un lunch les mercredis. Et je dis, qu'est-ce que tu fais ? Donc j'apprenais à découvrir Bruno, on se connaissait peu. Il me dit, moi je crois qu'il était comptable ou clerc notaire, je sais plus. Ouais, il bossait dans un cabinet de notaire. Dans un cabinet de notaire. Et il me dit, mais là, j'ai arrêté. Là, et il me regardait comme le capitaliste qui avait son entreprise. Il disait, tu vois, je dilapide tes impôts. Je fais. Je fais rien toute la journée. Je ne fais qu'écrire. Et j'écris des sketchs et des. Et il me dit ça. Il bossait avec Kairon à l'époque. Ouais. Au début de sa carrière. Exactement. Et il me dit ça un peu pas comme un défi, mais genre, tu vois. Je dis, mais mec, mais bravo. Enfin, je dis, franchement, moi, j'admire les gens qui ont le courage de faire ça. Moi, je suis un peu prisonnier de ce système de réussite qui est dans cette échelle-là. Et 3 mois plus tard, il sortait Bref, tu vois. Donc, et ça, les gens qui choisissent qui prennent cette direction, en fait, ils
ils développent une autre forme de richesse et c'est aussi un parcours de vie qui avec a de moins la d'argent valeur, quoi. potentiellement à côté. Oui, mais pas moins de valeur. Mais- On confond valeur et argent. Je suis très d'accord. Et tu vois, l'un des trucs que j'essaie de faire, c'est aussi d'expliquer aux gens qui partent dans des voies artistiques que, en fait, il y a moyen de gagner de l'argent avec ça dépend aussi de la façon dont tu décides, toi, de Exactement. vendre, entre guillemets, Exactement. ton art. Comment tu décides de le vendre? Il y a plein de façons. L'un des trucs que j'ai appris depuis notre dernière discussion, c'est cette histoire de loyauté aux parents. Et j'ai un peu l'impression quand tu me dis que en fait, c'est toujours un peu ce que tes parents ont attendu de toi. Bien sûr. Finalement, de prendre le côté droit, comme tu dis, dans tes Y. Et est-ce que tu as la sensation, et donc l'un des trucs que j'ai appris justement, c'est aussi qu'il y a un moment donné où c'est important de savoir faire preuve de déloyauté vis-à-vis de tes parents, et en fait, ça ne veut pas dire que tu ne les aimes plus, juste qu'en fait, tu décides, toi, de vivre ta propre vie de personne par rapport à ce qu'ils peuvent attendre de toi en tant que parent, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un moment donné où il y a eu un switch dans la loyauté que tu as pu avoir par rapport à tes parents, même à 45, 46 piges, quoi? Bah justement, c'est en faisant ce choix-là que je me suis dressé. Je dis non, je vais faire du jeu vidéo. C'est comme un dîner avec tes parents, t'as 16 ans et ils te disent oui, tu as des mauvaises notes. Oui, mais moi de toute façon, je vais faire du jeu vidéo. Tu vois. Que tu aurais peut-être pu faire à 16-17 ans. Bien sûr, exactement. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, j'aurais eu plus de chances de réussir si ça se trouve dans ce domaine-là. Pas possible. À 16-17 ans, peut-être 46. Mais oui, c'est ça. Et où là, alors, est-ce que, bon, Mais ils se disent, je suis accompli. Il y a un déclic. Enfin, il y a eu un déclic pour toi. T'as vraiment eu une discussion avec tes parents où t'as eu la sensation que tu t'étais affirmé en tant qu'adulte. Alors non, ils se sont pas opposés à ce que je fasse ça, mais je suis arrivé avec tout mon discours pour expliquer. t'avais un PowerPoint tu vois. et tout. Exactement. Alors dire, voilà, non, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, donc t'avais quand même besoin de leur justifier, entre guillemets, que c'était un choix réfléchi, quoi. Voilà, exactement. Raisonnable. Exactement, raisonnable. Ou en tout cas, qui me rendait heureux, quoi. Tu vois. Donc, c'était... Incroyable, hein. Alors tu te rends compte que c'est incroyable ou pas? Oui, que je me retrouve à faire ça alors que, en fait... ton âge, en plus. Mon âge, ouais, tout à fait. Bah oui, mais bon... Et ils t'ont donné leur aval? ouais, mais d'ailleurs, il y a pas longtemps... Tu sais, il y a donner son aval et puis il y a faire acte de foi. Tes parents ont 80 ans, ouais. Ma mère a 80 ans hier. Je vais dire sa maman. Et donc... Et ma mère m'a dit, j'aimerais quand même bien voir venir à une de tes compétitions. Incroyable. C'est trop mimes. C'est trop mimes. Ouais. Tu vois. Je veux que tu m'expliques, parce que je lui explique que c'est un jeu d'échecs en temps réel, blablabla. Bref. Et donc, elle était curieuse, et puis, elle avait envie de s'intéresser à ce que l'un de ses fils faisait, quoi. Tu vois. Voilà. Et ça t'a fait du bien, ça? Ouais, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien parce que, en fait, quand tu t'affirmes, et quand tu t'affirmes, tu existes mieux, tu fais pas ce que on t'a demandé de faire, tu vois. Donc voilà. Et l'argent, c'est effectivement un petit peu un système de notation universelle, enfin de notre société, pour sanctionner. Le mot sanction c'est pas quelque chose de négatif, ça apprécie une forme de réussite, mais ça veut pas forcément dire que ça te rend plus accompli, en fait. Plus accompli, voilà. Plus heureux, plus aligné, etc. C'est pas l'accomplissement. L'accomplissement, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on gagne. En tout cas, j'ai l'impression de te voir plus accompli qu'il y a 2 ans. D'accord. Non, mais sérieux, même si t'as pris, comme tu dis, 0,2 dans la gueule, que t'as perdu ce week-end, t'es allé faire une compète et tout, et t'as perdu. J'ai l'impression que tu t'es arrivé en disant, j'ai pris 0,2, putain, mais j'ai appris plein de trucs. Exactement. J'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés. Parce que tu sais, je suis pas trop qui font pas trop partie du milieu de start-upers, quoi, de la Startup Nation. Voilà, c'est une autre communauté, tu vois, avec ses codes, et c'est des gens de tous horizons. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, tu vois. Et donc, voilà, j'aurais jamais rencontré ces gens-là dans la vraie vie, donc ça rend d'autant plus riche ma vie. Voilà. Incroyable. Voilà.
Parlons du dating, si tu Et veux bien. ça a coûté pardon. 30 €, hein, l'inscription au tournoi, donc tu vois, Oui. c'est accessible. Voilà. En revanche, Enfin, le fait c'est de te payer un coach et tout, enfin, là, pour le coup, tu mets de l'argent. c'est une leçon de piano, hein. Ouais. C'est le prix d'une leçon de piano. Ouais. Donc, si tu décides de te mettre au piano et de faire une leçon de piano, et puis t'as aussi, il y en a qui se font coacher, mais je me suis fait rosser par des gens qui n'ont pas de coach, hein. Donc, qui apprennent sur YouTube et autres. Donc, donc c'est aussi possible. Voilà. On a la chance, je trouve. On vit une époque. Moi, je me souviendrai toujours quand j'avais appris la guitare, t'achetais 40 francs. Une copie double, un papier bleu sur lequel tu avais les tablatures de Purple Haze de Jimi Hendrix. Tu mettais ta cassette dans le lecteur cassette. Désolé, ça fait un peu discours de boomer, mais clair. bon. Et tu rembobinais à tous les moments et tu disais là il joue quoi comme note. Attends, c'est quoi sur les tablatures. Bref, t'apprenais, c'était très dur. Maintenant, tu télécharges une appli pour 2 € et il lit les notes en même temps que tu les joues et il va à la vitesse que tu as envie. Donc aujourd'hui, apprendre, ça n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'apprendre. Ça n'a jamais été aussi peu coûteux aujourd'hui que d'apprendre. Et apprendre, ça te nourrit, mais d'une force. Donc aujourd'hui, on est baigné de richesse. Il faut juste enlever nos mains carrées pour ramasser ce qu'il y a, quoi. Tu vois. Donc, et ça, c'est un choix. Tu vois. Donc moi, j'ai pris ce choix et ça me Ça fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà, c'est ça. Parlons de dating. Tu veux L'argent, vas-y. L'argent dans Avec tes plaisir. relations, en fait. Tu vois, parce que c'est pareil, on en a pas du tout parlé la fois passée, mais ça aurait pu être un sujet, parce que j'imagine que c'est un sujet qui t'anime aussi. C'est à quel point l'argent prend de la place dans dans ta vie, en fait, tu vois. Est-ce que on dit souvent que les gens riches finissent par se dater entre eux, etc., parce que il y a des codes communs, de la même façon que tu racontes que t'as des potes qui sont millionnaires aussi, etc., et que ça permet de pouvoir avoir un vécu commun. À quel point ça te fait chier un peu qu'on en parle? Non, je réfléchis. Tu vas réfléchir. Non, mais je réfléchis parce que à quel point je l'argent. pas dire de bêtises. Ouais, il y a pas de bêtises. Encore une fois, t'es pas obligé d'être bon élève, hein, ici. Tu peux dire de la merde si tu veux. À quel point cet argent encombrant t'encombre aussi dans ta vie amoureuse? Alors, je pense que t'es célibataire. Hein, je sais plus trop. Je crois qu'on en a parlé la fois passée, mais en gros, t'as été marié pendant 12 ans. Ouais. Et après, ouais, donc et j'ai eu plusieurs relations. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire après avoir passé 2 ans avec quelqu'un. Alors dans les relations, tu vois, tout à l'heure, je te disais, oui, j'ai des potes qui sont aisés. Et donc j'ai un peu déplacé mon centre de gravité proche d'eux parce qu'on se ressemble, tu vois. Enfin, vous ressemblez ou enfin on a les mêmes attributs. Enfin, on a vécu la même chose. Tu sais, il y a eu c'est un peu comme dans Koh-Lanta, c'est ça? Non, je vais utiliser une autre analogie. On a eu la chance ces derniers temps de voir la réunion. Alors je sais pas si c'était une chance ou pas, parce que ça a aussi cassé l'image qu'on s'en faisait, qui n'avait pas été rien n'avait été érodé avec le temps, qui était Friends. Et il y a pas longtemps, on a vu la réunion de Friends, tu vois. Et ces 6 personnes-là, je crois que c'est David Schwimmer qui joue Ross, qui s'exprime sur ce sujet, qui disait à l'époque on vivait quelque chose que personne d'autre ne vivait. Et tu sentais que oui, ils étaient amis de boulot et tout, mais ce qu'ils avaient vraiment rapproché entre eux, c'était de vivre quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre, c'est-à-dire de connaître le succès l'argent et le fait et la célébrité, tu vois. Et ces deux choses, qui sont l'argent et la célébrité, ça biaise énormément la relation aux autres. Parce que les gens, des fois, ils le savent, mais ils te le disent pas, mais ils le savent. Et toi, t'as l'impression d'avoir une discussion authentique, mais elle est déjà un peu naturellement biaisée. Et comme t'as ça dans ton inconscient, dans ton conscient et dans ton inconscient,
ça change un petit peu ton rapport aux autres et tu te dis toujours est-ce qu'elle est là pour les bonnes raisons, cette personne dans mon entourage, hein, je ne parle pas forcément d'un date, tu vois, tu vois, quelqu'un qui a envie de réussir et qui veut se rapprocher de gens qui pour lui ont réussi mais qui se rend pas compte qu'ils sont peut-être paumés comme lui, hein, tu vois. Et donc comme les gens qui sont là aussi, je pense quand t'es beau, c'est aussi un fléau parce que tu es à qui tu ressembles et non pas ce que tu es. Donc on t'invite aux soirées parce que t'es beau. Ah ok, tu vois. Je fais une petite parenthèse, mais on avait publié un témoignage sur Mademoiselle il y a un petit moment où la fille disait en fait je suis belle. Et ce n'est pas aussi facile que vous croyez. Bien sûr, c'est un fléau. Parce qu'en fait, elle racontait, en fait, les gens viennent tout de suite te raccrocher à ton apparence. En fait, ce qui était incroyable, c'est que les commentaires illustraient vraiment ce qu'elle était en train de raconter, puisque la plupart des commentaires lui disaient non mais ça va, arrête de te plaindre aussi, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Je mettrai un lien si vous voulez aller lire ce truc, c'était terrible, quoi. Et donc, c'est exactement la même chose. Mais attends, mais pourquoi tu te plains? T'as des trucs gratuits, t'es invité. Moi, je peux pas y aller parce que je suis moche et tout machin. Mais en fait, résultat, c'est voire même tu construis ta vie et autres autour de ça, tu vois. Donc en fait, et le jour où ça disparaît, que ce soit la beauté, l'argent, la célébrité, ben en fait, il reste quoi, en fait? Il reste ce que t'as choisi, tu vois. Donc, je suis super fort à Street Fighter. C'est ça. Au moins, je suis ce que je fais et non pas ce que je représente, en fait. Donc, donc, il faut avoir conscience de ce biais. Et je me souviendrai toujours d'un gars qui m'avait dit, je savais trouver ça déplacé comme commentaire, mais il me dit maintenant il va falloir que tu fasses attention et il faut que je te présente des filles qui sont issues de la haute société. Tu vois quoi, hein, qu'est-ce que t'as dit là, c'est bizarre, c'est un entre-gens que je trouve tu vois, moi ça m'a toujours un peu dérangé. J'ai grandi à l'ouest mais je vis à l'est. Tu vois. Parce que justement, j'ai ce mélange des deux. À l'ouest de Paris. À l'est de Paris pour les gens qui ne l'ont pas. Exactement. Parisiens. T'as grandi dans un milieu plutôt aisé, enfin comme tu le disais dans l'épisode précédent. Ouais. Et en fait, t'as vécu plutôt dans les quartiers un peu plus populaires. Voilà ça. Et j'aimais ça. J'aime bien ce mélange. Et donc je disais mais non, mais pourquoi et tout. Et il me dit parce que au moins, en fait, t'es sûr qu'elles n'en ont pas après ton argent, tu vois. Parce que issues de familles qui. Mais c'est même pas vrai. Parce qu'en fait, ça veut donc dire que même si elle n'en a pas forcément besoin, en fait, on lui a appris il faut que tu trouves quelqu'un qui est comme toi, tu vois. Donc, de toute façon, ça peut biaiser la chose, tu vois. Et sur le dating, moi, je cherche la normalité. J'essaie de chercher la normalité, une vraie alors, ceux qui me connaissent disent attends, non, c'était pas normal ce que t'avais avant, mais genre parisienne, comptable, tu vois, genre vraiment gens normaux, tu vois. Je suis presque à la recherche de l'extrême normalité, de pas chercher quelqu'un avec qui voyager, faire des trucs. Non, vraiment retrouver tu vois, comme ces gens du loto qu'on gagnait et qui disent non, il y en a, ils ont toujours la même vie, ils sont toujours avec leur petite femme à élever des chèvres dans le Larzac, ce qu'ils faisaient dès le début, tu vois. Et donc tu peux te dire tiens, je vais prendre je vais rencontrer des gens d'une autre ligue. J'avais quelqu'un qui m'a dit comme ça, ouais, on va rentrer dans une autre nouvelle ligue. Genre, mais c'est affreux ce que t'es en train de dire. Et donc mais en même temps c'est un peu la vérité, non? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le dis toi-même, t'es allé vers des gens qui ont une expérience similaire que toi parce que vous avez un vécu similaire, vous avez des revenus similaires, etc. Donc forcément, alors je dis pas que tu traînes avec eux tout le temps, mais forcément tu rentres dans une nouvelle ligue, c'est-à-dire que tu rentres dans un milieu auquel t'avais pas forcément accès auparavant, quoi. Non, t'es pas d'accord avec ça? Ouais, mais en fait, c'est pas. Là, on parle de dating, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller dans ces milieux pour dater. Ok. J'ai l'impression que ça me va. Le pattern qu'on a appris de notre génération. Je dis ça parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Je me suis dit, j'ai le même âge que lui dans le film. Je me suis dit, j'avais 1 an de plus que lui quand j'ai regardé. Mais franchement,
ce film où tu te dis, mais what the fuck, c'est Pretty Woman. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un gars dont son plus gros asset, c'est son capital, et une nana dont son plus gros capital, c'est sa beauté. Et il y a échange de bons procédés. Tu vois. Et c'est vrai, hein, enfin, moi, j'ai constaté, parce que j'ai été donc invité à des soirées, des machins et tout, où tout le monde, il est beau, tu vois, et il a de l'argent, tu vois. Genre, waouh, c'est dur. C'est-à-dire que il n'y en a pas ailleurs. Enfin, si, il y en a. Spoiler alert. Bah, mais... toi-même, t'es beau et t'as de l'argent aussi. Oui, Donc c'est normal que tu fasses partie de... Tu vois, c'est pas comme si tu faisais genre 1m50, oui, non, mais... que t'étais petit, gros et chauve, quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Sébastien est beau gosse. Non, mais c'est vrai, on peut le dire. Beau gosse. Arrête. T'es beau gosse, arrête. Non, mais il faut le dire, faut le jour. T'es beau gosse. Ok, bon. C'était pas le sujet. Je crois que les gens t'ont plutôt dit t'es beau gosse que genre t'es petit, gros et moche, quoi. Non, mais... Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a la société met ça en avant, c'est-à-dire que bizarrement, effectivement, bah tu vois, les filles sont quand elles sont c'est le thème, quand elles sont jolies, elles sont invitées et tout, et donc il y a ce rapport entre et cette tension, cette compétition. Franchement, que quand tu vois les gens de cet univers évoluer, t'as la nana qui est en panique parce qu'elle se dit j'ai un capital beauté, il faut que je l'exploite au maximum parce que je sais pas combien de temps il va durer. Et t'as le mec qui se dit mon Dieu, est-ce que j'ai les moyens de subvenir à ses attentes. Et quand tu parles de moyens, tu parles de moyens financiers. Exactement. Tu parles pas de direction. Non, je parle de moyens financiers. Ouais. De lifestyle. Attendu là, le lifestyle, tu vois. Donc sur les sites de rencontres, tu vois des nanas qui affichent un lifestyle. Et les mecs qui affichent un lifestyle, tu vois. Et il y a c'est une sorte de contrat implicite qui est attendu de gens de la haute, de se dire tu vas pouvoir fulfill mon lifestyle et toi tu vas pouvoir regarder tu vois. Bref, ça m'étouffe rien que d'y penser. Tu vois, c'est genre une course en avant et en fait on se trompe totalement enfin c'est un game, voilà, c'est le pire des mots, le game. Et pourtant moi je fais du jeu vidéo toute la journée, je fais du game. Mais en fait, moi, ça m'angoisse, tu vois. Et donc, quand tu te dis, quand tu rentres dans le dating, tu tiens, oui, t'es invité aux soirées, et puis, c'est des restaurants chers, il y a une sorte de fuite en avant là-dessus. Et il y a un jour, moi, je me suis dit, mais non, mais c'est pas pour moi, en fait, tu vois. Tu vois, comme, vraiment, il y a des moments dans ta vie où tu réalises ce genre de choses, hein. C'est comme quand j'avais été 12 ans avec mon ex-femme, après tu te retrouves sur le marché, tu te dis super, je vais pouvoir goûter aux autres parfums. Et puis tu fais des dates, tu fais des rencontres, et puis à un moment tu te rends compte que en fait non, c'est pas pour toi d'enchaîner, quoi. Il y en a pour qui c'est le truc. Alors game, moi c'est pas mon game, voilà, c'était pareil, c'est pas mon game, tu vois. Donc tu te retrouves à la case départ et tu te dis voilà, je repars dans de la normalité. Tu veux essayer de pas biaiser la relation, et donc effectivement tu dates, tu vas dans un resto, t'essaies d'en prendre un bien, mais pas trop. Tu te dis, elle doit pouvoir éventuellement pouvoir régler sans être à mal du fait de proposer. Donc tu veux pas non plus lui imposer un restaurant trop cher. C'est tellement compliqué. Ouais, mais bon, là, peut-être que aussi, moi, je me prends un peu trop la tête. Hein. C'est peut-être un petit peu plus simple que ça, tu vois. Et en même temps, moi, j'aime bien les bons restos parce que si il y a quelques petits trucs dans lesquels je me fais plaisir. Les bons restos, alors pas fancy, hein. Je déteste payer des trucs où justement tous les gens pavanent. Je préfère un gars qui est amoureux de la bouffe, le cuistot, et qui te la fait payer un peu cher, mais parce qu'il se fait chier à aller chercher les bons ingrédients, les trucs. Et ça, j'en ai plein à côté de chez moi, et franchement, j'adore. Je dis tiens, prends mon argent, c'est fait pour, quoi. Et je veux que tu continues à vivre parce que je veux que ton projet continue, qui se décide. Vraiment, c'est hyper important. Et c'est une entreprise comme une autre. Et donc j'aime bien les bons restos, mais surtout si imagine le date il est pas bien, au moins t'auras bien mangé. Au moins t'auras bien mangé et t'auras vu des restos sympas. Ouais. Tu vois, mais donc quand tu rencontres, tu disais moi limite je voudrais trouver genre une comptable, etc. En fait la vraie question c'est en fait quelle place prend l'argent quand tu rencontres je sais pas, tu vois une meuf qui est comptable comme tu dis, je sais pas, je prends cet exemple parce que tu l'as pris. Oui non, ou même une artiste, enfin peu importe. Pas. Tu dis quoi, excuse-moi ? En fait, je me demandais quelle place prend l'argent et comment tu fais pour, je sais pas, en fait, tu vois, gérer cette... Alors tu vois, on en discutait
quand on déjeunait, je te disais, aimer ça s'apprend. Et c'est un geste qu'il faut apprendre à faire. Et je t'ai dit aussi, ça s'apprend d'avoir de l'argent, tu vois, de pas trop l'exposer, de glisser les choses au bon moment, tu vois, d'être attentionné mais sans être écrasant avec ça. Enfin, tu vois, c'est un peu j'ai géré ce côté un peu encombrant. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux faire preuve de largesse par endroit, mais il faut pas que ce soit quelque chose qui fasse qu'elle se dit ah tiens c'est une personne exceptionnelle parce que tu vois il y a ces largesses. Je suis pas très clair, mais c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre bon bah on peut en profiter, tu vois, mais il faut pas que ça nous définisse dans notre relation. Mais c'est vrai que c'est un problème. Parce que si tu dis bah tiens viens on part à l'autre bout de je ne sais où, tu vois, sur un coup de tête, tu vois, tu te dis tiens je sais pas on va. Je prends ma console avec moi, ma manette. Oui c'est vrai. On peut aller n'importe où. Ça c'est un autre sujet. Et ben tu te retrouves dans une situation où ben elle te dit ah ben non mais moi je peux pas. Mais toi tu te dis bah attends on va pas s'interdire ça parce que justement bah j'ai l'argent pour. Et donc tu dis bah attends je sponsorise. Mais résultat bah ça peut générer un malaise chez elle. Et ou si c'est pas un malaise bah elle va se dire elle compte dessus. Donc tu te retrouves un petit peu dans une impasse. Et si elle décide de payer, oui au bout d'un moment elle va te dire bah non mais moi je peux pas suivre en fait, tu vois. Et là ça pose la question du rapport à l'argent quoi. Et donc et c'est un test aussi pour elle en permanence, tu vois, de dire tiens mais ouais mais attends viens on peut en profiter, t'as de l'argent, tu vois. Et bien évidemment, mais à quel moment on se dit bah oui c'est pour nous, ou à un moment on se dit on en est dépendant, tu vois, de notre relation est boostée par des choses qu'on fait ensemble grâce à l'argent. Ouais. Tu vois. Si t'enlèves l'argent, est-ce qu'on est toujours bien ensemble, tu vois? Parce que si on arrête de voyager, bah oui, de machin, d'aller à Rio, de machin d'aller à Rio pour passer un bon moment. Exactement. Est-ce que si je te propose un quotidien où on prend notre petit café sur la table de zinc à regarder les gens passer, tu vois, est-ce que on est toujours aussi heureux, tu vois? Ah oui, mais quand même Rio, tu vois, bah non. Et donc c'est une question d'aspiration et d'authenticité de la relation et de temps en temps trop saupoudrer d'argent, ça peut casser cette authenticité. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et comme je t'ai dit, c'est une question de geste. Maintenant, quand j'aborde la relation, j'essaie de progresser à chaque fois là-dessus. Je le fais j'ai peut-être des maladresses à des endroits où je devrais pas, ou peut-être par réflexe, il y a un moment, je parle d'argent, je devrais pas, ou je mets en avant, je devrais pas, tu vois. Donc, c'est dur, hein. Enfin, c'est dur parce que tu comme tu existes beaucoup, parce que le fait d'être business angel, tu vois, tu te fais en permanence solliciter pour investir dans des projets, en plus avec qui veut être mon associé en ce moment, tout le monde en parle, tu vois. Donc on vient te voir, on te propose. Qui va être mon associé, c'est une émission sur M6 tous les mercredis. Exactement. Où les gens pitchent des projets et t'as des business angels comme moi qui sont dans l'assemblée et qui font des commentaires et qui disent s'ils investissent ou pas. Et donc les gens veulent être agréables. Donc t'existes un peu grâce à ça. Donc en fait c'est devenu un peu toi et il faut essayer de pas le mettre dans la relation. Ouais. Tu vois. Et c'est dur. C'est dur. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir une passion qui écrase un peu le reste et qu'on se dit oh tu sais comme les mecs qui sont mis à faire du crossfit, ils te parlent de crossfit toute la journée, bah au moins c'est du crossfit quoi, tu vois. Donc voilà. Et tu vois, tu disais que tu avais la sensation d'avoir appris à un peu mieux aimer ces dernières années, etc., d'avoir compris que des trucs sur l'amour. Est-ce que tu as la sensation aussi d'avoir compris un peu des trucs sur l'amour de toi, et notamment dans le fait de peut-être de te lâcher un peu la grappe par rapport à l'état dans lequel tu étais il y a 2 piges et de te mettre toi en avant, et de te mettre toi en proms. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que
quand des fois je fais des choix, quand tu disais la dernière fois où je voulais pas toucher à mon capital, quitte à m'oublier moi, bah en fait là, l'avantage là maintenant c'est je me suis mis moi au premier et puis c'est pas grave si je touche au capital. Tu vois, le fait là de m'être donné 1 an et demi où ben j'ai gagné un peu moins de sous et j'attaque le capital et je repense à moi, ben en fait c'est voilà, je m'occupe de moi. Donc Mais ça n'a pas été trop dur pour toi de te dire ok, maintenant je vais taper dans le capital et c'est ok quoi. Bah non, ça veut dire que c'était le bon moment. Ok. Tu vois. Justement, c'est là où je me dis que je fais ça bien, c'est que je me suis pas, enfin je fais ça bien, c'est que je suis dans la bonne direction parce que j'ai pas l'impression de me faire du mal quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené? Est-ce que tu as un sujet sur lequel tu m'as pas amené? Est-ce que tu as un sujet? Est-ce que j'ai un sujet? Non, je sais pas. C'est toi qui sais, dans les histoires d'argent, est-ce qu'il y a des histoires où... On a parlé de plein de trucs, hein. Et tu vois, justement, tu disais on parle pas d'argent quand on parle d'e-sport et tout, désolé, mais en fait on parle vraiment d'argent. Parce on parle de la façon dont tu as décidé d'utiliser cet argent et de venir taper dans ton capital, comme tu dis, plutôt que d'être assis dessus et d'avoir peur d'y toucher, quoi. Parce que je crois qu'il y avait de la peur, plein de peur, il y a 2 ans. J'ai l'impression que c'est vachement plus détendu. Ouais, c'est plus détendu. Bravo. Hein. Bah, j'ai appris. Ouais, bravo. C'est cool, hein. Bah, écoute, ouais. Ouais, vraiment. Écoute, juste ici, tout va bien, la vie est belle, c'est important. On vit une époque qui est quand même, Complexe. particulière, voilà, complexe. Mais je trouve que le fait de faire ce podcast amène les gens à réfléchir et c'est important dans des périodes complexes de réfléchir. Et donc, je sais pas si on a tout traité, mais au moins on s'est mis dans une démarche je trouve assez authentique d'essayer de répondre à des questions qu'on se pose peut-être pas assez, parce que réfléchir, c'est se poser des questions. Et ça m'a fait très plaisir d'essayer de participer. Merci d'être revenu à poser ta petite pierre et d'avoir mis à jour la colline de l'argent notamment. Ouais, c'est voilà, quelle autre montagne on attaque ensuite ça. Et il faut prendre plaisir. En fait, quand je coach, je dis souvent escalader des montagnes, c'est juste mettre un pas devant l'autre. Et souvent, on a tendance à se dire ah là là, il faut vivement que j'escalade la montagne. Non, il faut prendre plaisir à faire chaque pas devant l'autre, améliorer chaque pas qu'on fait. Tu vois, pas être perfectionniste, mais optimaliste. Perfectionniste, c'est je cherche quelque chose de parfait, je vais avoir quelque chose plus tard, je serai riche, par exemple, tu vois. Mais alors qu'optimaliste, c'est de dire ok, je fais mon geste tous les jours, je le fais pas parfaitement, mais j'essaie de l'améliorer un petit peu plus à chaque fois. Et ça, c'est quand on commence à réfléchir comme ça, en fait, on s'aliène moins. On s'aliène moins sur le résultat attendu. On se déplace un peu plus sur soi-même et sur le plaisir qu'on a à faire le geste au quotidien, à l'améliorer. Et si on prend ce plaisir-là, en fait, on peut voyager contre vents et marées de façon la plus agréable possible. Ça, c'est ma punchline. Il en fallait une. Voilà. Merci Seb. Et merci à toi. Et puis bon courage pour Las Vegas 2024, 2025, peut-être même 2026. Ouais, je sais. Faudrait presque que je documente ça. Peut-être que je ferai un Twitch. Yes. Merci. À plus. Ciao. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.